Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau best-of du live Twitch que j'ai fait hier où je suis revenu sur l'actualité hardware de la semaine. Comme la dernière fois, je vous ai condensé tout ça dans une petite vidéo de 30 minutes. N'hésitez pas à utiliser le menu qui est dans la description pour passer les parties qui vous intéressent pas. J'espère que ça vous plaira et puis n'hésitez pas à l'occasion à passer sur Twitch, vous pouvez aussi me follow, c'est gratuit et je vous laisse profiter de ce petit best-of. On va démarrer en douceur avec une chose que j'avais évoquée sur Twitter tout à l'heure. C'est un petit soft. Non mais c'est pas ces tweets là, on s'en fout. C'est un petit soft qui s'appelle Clock Tuner, qui est donc un soft qui est dev par le mec qui a fait DRAM Calculator, Wanosmus. Bon, même Linus sait pas le prononcer, donc moi j'arrive pas non plus. Donc qui a pour but en fait de faire des optis au niveau des fréquences des Ryzen sous Zen 2, donc en archi Zen 2, les Ryzen 3000 principalement, ou les Threadripper 3000 d'ailleurs, donc faire des optis au niveau des fréquences, quelque chose un peu plus qui vient en plus des boosts automatiques que fait le processeur. Donc en fait tweaker les fréquences plus précisément, et possiblement aussi réduire la consommation. En appliquant une tension un peu plus adaptée en fonction de la qualité du silicone. En fonction de la qualité de la puce, ce soft là peut ajuster un peu les paramètres plus finement que ce que AMD peut faire d'usine. Si vous voulez en savoir plus, vraiment la vidéo de Linus qui parle de ça, elle est hyper intéressante. Voilà, après Xenox évidemment, si vous voulez aller plus haut en fréquence sur tous les cœurs, et de manière générale taper plus haut, quitte à avoir une conso beaucoup plus élevée, évidemment faites de l'OC manuel. Là en fait l'intérêt c'est que c'est de l'OC ciblé sur les CCX en fonction de la qualité de votre puce, en fonction de la qualité des CCX. C'est ça qui est intéressant, c'est que on peut monter légèrement en fréquence et réduire drastiquement la consommation en ayant une tension et une fréquence plus adaptée à votre puce. Voilà. Le but c'est pas non plus de gagner 30% en perf. Dans la preuve, dans leur vidéo, ils gagnent genre 300 ou 400 points sur Cinebench. On continue sur AMD avec un leak de qualité de la part de Mibiu. Est-ce que je l'ai bien follow sur Twitter? Voilà, Mibiu. Qui a leaké, ça a été repris par Videocards, qui a leaké une roadmap partielle d'AMD, plutôt intéressante. Qu'est-ce que je mettais? Ah oui, plutôt intéressante parce que ça permet un peu de voir ce qui nous attend d'ici la fin d'année. Il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne savait pas. Et ça permet de se projeter presque jusqu'en 2022, sauf qu'en 2022, toutes les infos intéressantes sont évidemment cachées, sauf les noms de code qui nous servent absolument à rien. Bref, la ligne du haut, c'est les CPU desktop. Donc Vermeer, c'est les Ryzen... je sais pas comment c'est censé se prononcer Vermeer. On va dire Vermeer. Sont les Ryzen 4000 en desktop qui vont arriver incessamment sous peu. Le plus vite... vite, AMD, merci. Warhol, du coup, ça va être un successeur des Vermeer. Alors, une des théories, vu que c'est du Zen 3 en 7 nanomètres et non pas du Zen 4 comme ce qui nous attend en 5 nanomètres, ce qui nous attend plus tard, Videocards estime que ça pourrait être une transition entre le socket AM4 et le socket AM5, un espèce de refresh des Ryzen 4000. Pourquoi pas, pour combler en fait le trou qu'on aurait eu entre fin 2020 là, donc dans les prochaines semaines, et le 5 nanomètres qui pourrait arriver plutôt en 2022. En tout cas, cette roadmap semble le confirmer. Donc on aurait du 5 nanomètres plus tard et donc il faudrait un truc en 2021. Ça pourrait être ça pourrait être faire la transition entre le socket AM4 et le socket AM5. On verra. La ligne 2 c'est du nouveau, parce qu'il n'y a rien derrière, on le voit. Le fameux Van Gogh, ça fait parler parce que ça va être le premier, ça va être de l'APU, donc il y a une partie graphique, Navi 2. Et pour la première fois, ça va être de l'architecture RDNA 2, donc la nouvelle architecture des parties graphiques d'AMD dans un APU, donc un processeur avec une partie graphique intégrée. Donc Van Gogh qu'on voit pour la fin 2020 d'ailleurs, hein. Donc ça peut être, ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent, qui visent ce genre de puce. Ce qui était, avec une partie graphique un peu plus véloce du coup. Ce qui est intéressant avec celle-là, c'était le CVML, cette espèce de truc qui sort un peu nulle part. Et le CVML, c'était
il semblerait que ça veuille dire Computer Vision and Machine Learning. Donc en gros un peu des machine learning quoi. Des unités dédiées à ça. Donc à voir ce que cette archi pourrait donner avec le support de la LPDDR4X/5. Intéressant. Après au niveau des APU, ce qui reste, c'est la dernière petite ligne, les APU un peu plus classiques. Donc Renoir, ce sont les 4000G, les Ryzen 4000G qu'on a en ce moment sur le marché, mais qui sont réservés aux intégrateurs pro. Et donc les successeurs seraient donc Cézanne en Zen 3 7 nano, Vega 7, tout ça, donc plutôt classique, j'ai envie de vous dire. C'est en gros c'est Renoir qui passe en Zen 3 quoi. Donc voilà, et on a les noms futurs. Donc pour l'instant on n'a pas de spec en face, mais on peut faire des suppositions, enfin du Zen 4, en 5 nano, tout ça. Rembrandt, Raphaël, et ça le D, ils avaient, Mibiu l'avait reconfirmé, ce serait Dragon Crest. Des noms de code toujours incroyables. On continue avec AMD, avec le bon impact hardware, avec le chipset A520, j'en avais déjà parlé à un moment. Je sais plus si c'est pendant un live question-réponse ou ailleurs. Mais le chipset A520 il est maintenant officialisé. Les specs sont full complète et ça va arriver normalement très bientôt sur le marché. En gros ça devrait être, faudra voir les prix une fois que c'est commercialisé en France, mais ça devrait être des cartes mères très intéressantes pour de l'APU, donc des processeurs avec une partie graphique intégrée, ou des petits CPU genre des Ryzen 3, enfin pour des petites configs ça pourrait être plutôt intéressant. Alors ça, il me semble qu'on le savait déjà depuis pas mal de temps, mais il n'y a pas de PCI Express 4.0 du tout, il n'y en a nulle part. Il y a autant le B550, il y a encore du PCI Express 4.0 au niveau de la carte graphique par exemple, des lignes PCI Express donc, qui sortent du CPU. Mais le A520 se limite vraiment PCI Express 3.0 partout. De toute façon, pour ce genre de carte mère, ce genre de config qu'on va monter avec, c'est tout à fait cohérent. Donc il n'y a absolument aucun souci. Très rapidement, du côté de chez Microsoft, à l'événement Hot Chips 2020, Microsoft a détaillé un petit peu les specs et l'architecture de son SoC, donc System on Chip, qui aura dans la Xbox Series X. En gros, j'avais vu passer ça sur Twitter pendant que j'étais en vacances. Il y avait des petites choses intéressantes. Je vais pas rentrer dans le détail ici, mais si jamais vous voulez aller lire l'article, alors il est sur Videocards, mais je pense que ça a été repris un peu partout aussi. Il est assez intéressant en fait, ça permet de voir un peu comment ils ont géré la disposition de la puce, si jamais ça vous intéresse. En gros, après le reste, globalement, il y a pas mal de choses qu'on savait. Ils ont donné des détails, il me semble, sur les unités de calcul, donc ça va assez précisément, ça va assez profond dans le processeur quand même. Mais ils évoquent aussi un petit peu la manière dont est géré le ray tracing, qui, alors ça rentre pas non plus dans les détails de ouf. J'ai pas regardé l'ensemble de l'événement d'ailleurs qu'a fait Microsoft à ce sujet, mais il semblerait que ce soit une implémentation un peu similaire à ce qu'il y a du côté de chez Nvidia, avec des cœurs qui gèrent la partie ray tracing de manière hybride, en même temps que les unités de calcul un peu plus classiques qui font de la rasterisation. Mais voilà, en gros il y a des petits détails, il y a des petites infos sur le nombre de rays par seconde, tout ça si ça vous intéresse, et sur un peu la disposition des différentes unités de calcul. Voilà, après évidemment c'est de la théorie, il faudra voir comment ça se concrétise et quelle perf on aura sur cette série X, et voir comment RDNA 2 se dépatouille aussi. Ça va être une des choses qui est intéressante, parce que quand même la partie GPU occupe un petit peu de place, on va pas se mentir, mais c'est un beau soc, hein. C'est un beau soc, il y a de la GDDR6 un peu partout, les petits cœurs du processeur, voilà, des petites choses, mais c'est une belle puce. 360 mm², tranquillou. On va passer à
c'est quoi, oui, c'est notre deuxième gros morceau avec Intel. Pourquoi Intel? Parce que Intel, tout simplement. En fait, Intel, il y a eu l'Architecture Day 2020, il y a un peu plus d'une semaine. Et alors, c'est pas vrai, enfin, on est un petit peu en décalé par rapport à la semaine du 17, mais on n'est pas loin, donc je l'intègre quand même dans le bordel. Et parce qu'il y a des choses intéressantes. Et je trouvais que c'était important de revenir là-dessus. Donc ce fameux Architecture Day 2020 qui est donc un événement très orienté technique, architecture évidemment, c'est dans le nom du bordel, mais très technique, très assez pointu dans ce qui est évoqué, et présenté par Raja Koduri. Incroyable, une première il me semble, que ce soit un gros event comme ça qui soit présenté par lui, donc qui bossait chez AMD avant sur la partie GPU. Il a été débauché quand, en 2017 il me semble. Oui c'est ça, en novembre 2017. Donc là il a parlé ils ont parlé de plein de belles choses. Si jamais vous avez un abonnement à Impact Hardware, l'article Architecture Day 2020, comment était-ce transformé en 2 années, est très intéressant, parce qu'en gros il parle un petit peu c'est un article payant malheureusement, mais il parle un petit peu donc de comment Raja Koduri s'est retrouvé là, un petit peu un résumé de où va aller Intel, etc. Donc c'est un bon résumé d'événement, je trouve, cet article, même si il est payant. Mais il est vachement bien foutu. Et ça permet aussi de se faire une idée de la stratégie qu'aborde Intel un petit peu pour les prochaines années. Mais voilà, mais en gros, là, c'est les choses sur lesquelles je voulais revenir par rapport à l'Architecture Day. Je vais pas rentrer dans les détails de tout. Puisque vous avez, enfin si vous voulez, soit vous pouvez regarder l'event en entier qui est sur Vimeo, ou les articles qui est à gauche à droite. Il me semble que sur Impact Hardware il y en a qui sont gratuits. Je suis pas sûr que la totalité soit gratuit, mais bon. Après ceux d'Impact Hardware sont particulièrement bien rédigés. Bref, ce sur quoi je voulais revenir par rapport à Intel à l'Architecture Day, c'était dans un premier temps Tiger Lake. Pour un petit peu voir ce que Intel va pouvoir faire au niveau des laptops, puisque Tiger Lake ça va être orienté laptop dans ces bus là, et ça pourrait être une bonne réponse d'Intel aux Ryzen 4000 qui sont sortis cette année. Ça doit arriver à partir du 2 septembre. Ces processeurs-là. La grosse nouveauté et le gros intérêt potentiel de ces puces-là sur laptop, ça va être la nouvelle partie graphique XE qui va être intégrée. Et plus précisément, l'architecture XE au niveau de la partie graphique. Comme le dit Intel, Design for Performance, incroyable. Ça va être une première. Ça va être XE dans sa version LP, donc Low Power. On le voit, il y a un petit LP ici, trop mignon. Donc ça va être l'architecture XE mais dans sa version Low Power, parce que si jamais vous n'aviez pas vu en gros Intel, ce qu'ils vont faire avec l'architecture graphique XE, c'est de la décliner en plusieurs versions en fonction de l'usage. Donc il y aura pour du data center, pour des gamers, pour des cartes graphiques donc de jeux, pour du laptop basse console, etc. Donc c'est assez intéressant l'approche qu'ils ont avec cette architecture là. C'est rien de transcendalement nouveau, mais c'est quand même intéressant de bien faire cette distinction entre les différents usages. Donc ce qu'annonce Intel, à voir en pratique évidemment ce que ça va donner, mais ce qu'annonce Intel c'est que c'est évidemment plus opti face à la Gen 11, plus performant, plus de fréquences, en gros on peut avec la même consommation avoir plus de perf, etc., etc. Donc à voir ce que ça va donner en pratique, mais ça pourrait permettre d'avoir des performances graphiques beaucoup plus intéressantes que les précédentes parties graphiques qu'il y avait sur laptop. En soi, il y a certains usages où on s'en fout, mais il y en a où ça va être intéressant. Donc pour ceux que ça intéresse, à suivre. Pareil, dans la conférence d'Intel, il y a des détails assez pointus sur l'architecture, quelles sont les nouveautés par rapport à la Gen 11, etc. etc. Donc si vous voulez, soit vous pouvez aller regarder l'event d'Intel si vous voulez en savoir plus,
ou si vous êtes abonné à Impact Hardware, les articles résument ça très très bien. Donc voilà, la partie graphique, assez grosse nouveauté quand même, faudra voir ce que ça donne. Et sur la partie CPU, on est toujours sur du 10 nanomètres, mais du 10 nanomètres peaufiné. En mode, regardez, c'est incroyable ce qu'on a fait. Évidemment, il faudra voir ce que ça donne en pratique, comme d'hab. Mais voilà, on est sur un 10 nanomètres peaufiné. Je vais plutôt utiliser le terme peaufiné par rapport à leur 10 nanomètres de base qu'ils avaient précédemment. Toujours du 10 nanomètres, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de giga nouveauté. Par contre, au niveau de l'architecture des cœurs, on est sur des cœurs Willow-Cove, donc c'est l'archi un peu plus récente. Les Willow-Cove, donc à voir pareil ce que ça va donner en pratique. Il y a des petits niveaux des caches, les transistors super fines qui m'ont bien fait marrer parce qu'il avait quand même où est cette photo? Au secours. Il avait quand même le meilleur t-shirt. Enfin, c'est un polo d'ailleurs. Il avait le meilleur polo pour parler de ça. Parce qu'il y avait un polo Intel super fine. Bref, donc c'est au niveau des transistors. C'est leur transistor. C'est en mode incroyable transistor. Voilà. J'espère que ça vaudra un t-shirt ces nouveaux transistors. Parce que sinon, c'est un peu la loose. Voilà, donc des transistors super fines. On va voir ce que ça va donner. Autre point intéressant sur ces processeurs Tiger Lake sur PC portable, c'est la connectivité améliorée. USB 4, Thunderbolt 4. PCI Express 4.0, il était temps. Donc, et Wi-Fi 6 évidemment, ça c'était déjà avant. Mais je sais plus si vous vous souvenez, mais je sais plus si c'était sur le stream ou ici, mais on avait parlé de la 10ème chaîne d'Intel sur PC portable. Quand c'était sorti, c'était quand c'était en juin ou juillet. J'ai ce souvenir d'avoir dit, mais ça, et puis on en parlait sur Twitter, il y a plein de gens qui en parlaient de ça, mais j'ai le souvenir de tout le monde était globalement d'accord pour dire que cette gêne la 10ème gêne en laptop n'avait absolument aucun sens parce qu'on savait déjà qu'on allait avoir la 11ème gêne qui serait bien plus intéressante. Et donc ça, c'est la concrétisation de ce qu'on évoquait l'autre fois, c'est que effectivement la 10ème gêne sur laptop en 10 nanomètres, elle va très rapidement se faire remplacer par Tiger Lake qui devrait être beaucoup plus intéressant avec, comme je disais, la partie graphique XE et une partie CPU refresh et un 10 nanomètres peaufiné. Donc vraiment, malheureusement, si vous avez acheté un laptop avec de l'Intel 10ème gène en 14 nanomètres, là forcément, bon, c'est le somme intersidéral. Mais si vous avez acheté de l'Intel 10ème gène en 10 nanomètres, il y a un petit peu de somme aussi quand même, parce que bon, faudra voir en pratique évidemment ce que ça donne, mais les gains semblent plutôt intéressants quand même au niveau de la partie graphique et éventuellement aussi au niveau de la partie CPU. Faut voir. Si vous êtes très patient, vous pouvez avoir plus tard Alder Lake. Où elle est cette petite slide? Où elle est la petite slide. Si vous êtes très patient, c'est pas cette slide que je voulais en fait. Attends, est-ce que c'est cette slide que je voulais? Non, mais c'est pas grave. Ah si, elle est là. Si vous êtes très patient, vous pouvez attendre Alder Lake, mais ça va être dans longtemps. Qui, si tout va bien, sera en 7 nanomètres. Mais bon, comme vous le savez, ça va être long. Pour terminer avec Intel, ce qui est intéressant dans l'architecture Day aussi, c'est qu'ils ont donné un peu plus d'infos sur donc toujours du XE évidemment. Là, je parlais d'XE dans Tiger Lake sur les processeurs de laptop, mais ils ont aussi évoqué toutes les différentes déclinaisons d'architecture XE. J'en parlais avant, il y a la partie plutôt data center, haute performance et du computing, etc. Du très haut de gamme, le LP donc qui est le low power, mais aussi le HPG, donc plus orienté gamer évidemment, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse. Et ils n'ont pas donné énormément de détails au final, il y a genre 2 slides en vrai dans ce que j'ai vu. Mais en gros, il y a quand même des choses intéressantes puisque ça parle de ray tracing matériel. Et on sait aussi que ça ne va pas être gravé par Intel. Ils vont pas utiliser leur 10 nanomètres. Ils vont, et là c'est WCCF Tech qui en parlait,
ils devraient utiliser du 6 nanomètres de chez TSMC pour ces cartes graphiques plus orientées gaming, qui devraient arriver donc normalement en 2021. Donc curieux de voir ce que va donner XE pour des cartes orientées gaming. Comme se relève habilement Impact Hardware, il faudra voir aussi au niveau logiciel si ça va suivre. Effectivement, comme ils le disent, Intel bosse déjà dessus là, depuis quelques temps pour pré-shot. Il faudra voir effectivement ce que ça va donner en pratique. Ils évoquaient par exemple le Instant Game Tuning où tu as des optis spécifiques à certains jeux qui sont délivrés sans avoir à mettre à jour totalement l'ensemble du driver via le centre de contrôle, espèce de push automatique. Alors que du côté de chez Nvidia par exemple, quand il y a des nouveaux jeux qui sortent, il y a toujours des mises à jour de driver pour tenir compte de ça. Donc il faudra voir ce que ça va donner. Ces potentielles cartes graphiques du côté de chez Intel pour le jeu. Voilà, après des choses qui sont annoncées comme le ray tracing, c'est des choses qui sont déjà classiques, mais on verra en 2021 ce que ça va donner. On va passer au troisième gros morceau, Nvidia. Incroyable. On va démarrer par le truc. On va démarrer en douceur avec Nvidia par déjà Videocards et leur site qui à chaque fois me demande. Mais oui, il y a des trains dans cette image, what the fuck. Il y a des trains partout, mais au secours. Le DLSS est disponible sur F1 2020. Instant auto-promo. J'ai fait une vidéo sur le DLSS 2.0, qui est la nouvelle version du DLSS, sur ma chaîne il y a 4 mois. Oh, c'est pas si vieux que ça en vrai. N'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, d'en savoir plus sur le DLSS. Passons au RTX 30. J'en avais déjà parlé ici, puisque j'avais déjà fait un live retour sur l'actu où on en avait parlé des précédentes fuites. On savait certaines choses, on n'en savait pas d'autres. Il y avait eu des fuites d'images. Voilà, il y avait eu des modèles 3D qui avaient été faits par la commu. On s'était arrêté là globalement. Qu'est-ce qu'on savait? On avait encore des doutes sur certains namings. Voilà. On savait déjà au final potentiellement pas mal de choses, donc je vais pas tout redire ce soir parce que un peu flemme, mais on va parler de nouveautés. C'est que cette fois-ci, au lieu d'avoir juste une photo du refroidissement tout seul, tout triste, on a grâce à voilà, c'est ça, c'était Garnet Sunset, pardon, qui a posté. Et par chance il y a une carte graphique à côté pour qu'on se rende compte de la taille, qui a posté une photo de la future RTX 3090. Et on se rend compte que on est bien sur ce design qui avait leaké, c'était quand, il y a 2 mois, mais en noir. Ça on ne savait pas, on ne savait pas la couleur. Et là ce serait donc pas en noir, avec donc cette disposition chelou de ventilo, mais surtout what the fuck, pourquoi est-ce qu'elle est aussi grosse? Cette 3090 est vraiment énorme. À côté c'est quand même une 2080 Founders qui était déjà... Bon, elle est pas énorme, mais c'est déjà une belle carte, c'est un beau morceau. Mais là, la 3090 qui est à côté, c'est juste énorme. C'est très très grand. Triple slot, parce que pourquoi pas. Ce qui va vraiment dans le sens de... On va avoir une 3090 qui va pomper du watt comme jamais. Donc ça, voilà, on en avait déjà parlé la dernière fois, hein, on risque d'avoir des cartes, le haut du panier au niveau des RTX 30 risque de consommer pas mal. Ça a relancé des débats à la con sur Twitter sur combien de milliards de watts il va falloir au niveau de la lime. Au secours. Non, mais bon, plus sérieusement, sur Twitter, il y avait des points intéressants, c'est que... il semblerait que la GDDR, c'est même d'ailleurs sûr, j'ai pas vérifié cette info, que la GDR6X que va y avoir dans ces RTX 30 haut de gamme consomme plus, donc ça joue aussi. Et puis une grosse puce avec qui tabasse. Et on en a déjà parlé l'autre fois au niveau de la puce en elle-même, qui devrait probablement être faite par Samsung en 8 nanomètres ou 7 nanomètres. C'est un process qui est potentiellement un peu moins bon aussi que du TSMC, donc tout ça fait que ça va être des cartes qui vont être un peu galères à refroidir. Donc des photos plutôt intéressantes. Toujours, alors j'en ai déjà parlé l'autre fois, je ne comprends toujours pas comment le flux d'air va pouvoir être intéressant avec cette disposition de ventilateur, donc un de chaque côté.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends de voir. J'attends de voir. Mais bon. Voilà, sinon sur le reste, bon, architecture Ampère, ça y a pas de doute. Ça devrait être du GA102 sur cette 3090, donc de l'archi Ampère un petit peu réduite si jamais au niveau des specs. La vidéocard, on en reparle un petit peu, hein, les 5248 coups d'accord théoriquement, on l'espère, si tout va bien. 24 Go GDR6X dont je parlais avant. Donc ça devrait être, et je pense que c'est justement aussi James, on va l'appeler James parce que ce sera plus facile. C'est ce qu'évoquait aussi James sur Twitter. En fait, ça va au niveau prix gamme, cette 3090 pourrait remplacer en fait les précédentes Titan, puisque avant on avait 2080 et ensuite 2080 Ti, le petit Ti, sauf qu'NVIDIA a abandonné le petit Ti pour remplacer ça par Super. Et donc le passage à une 3090 est plutôt cohérent. Il y avait des doutes à un moment entre 3080 Ti ou pas, ou 3090, et donc au final ce serait bien 3090. Ce que disait aussi Garnet Sunset qui était intéressant, il évoquait du 1400$ hors taxe, et c'est des dollars, donc attention, en euros, faut passer en euros et racheter la TVA, mais on serait donc dans les 1500€ sur une 3090. J'espère que vous avez un PEL qui traîne ou je sais pas, une assurance vie, parce que c'est extrêmement cher, on va pas se mentir. Mais il évoque aussi un peu le prix des potentielles autres cartes. Je sais plus, il me semble que d'autres fuites et d'autres rumeurs évoquent aussi ces prix là, mais j'ai pas eu le temps de tout croiser dans tous les sens. Mais on aurait de la 3080 à 800$ hors taxe, 3070 à 600$ et 3060 à 400$. Au final, par rapport au prix de lancement des RTX 20, et là faut que je redemande à Wikipédia parce que évidemment du calme sur ma mémoire. Si on regarde par rapport à la 2080 Ti qui était sortie à 1000$ hors taxe, 1200$ hors taxe, pardon, on est sur une 3090 qui vient dépasser ça. La 2080 c'était du 800$, donc au final là on est 3080, on est sur le même délire. Là 2070 c'était à 600$ en version Founders, on est sur la même chose. Et la 2060 on était à au secours 350$, donc là on est 50$ au-dessus. Donc évidemment ça prend avec des pincettes parce que ce sont des rumeurs, mais on aurait en fait le haut de gamme qui prend cher en termes de prix, et le milieu de gamme, non, c'est pas du milieu de gamme, mais le très haut de gamme prend cher. Comme les Titans quoi, vous payez une chier. Le haut de gamme 3070 3080 c'est à peu près comme les 20, les RTX 20, et la remplaçante de la 2060 serait un peu plus chère. À voir les perfs. Comme d'habitude ce sont des rumeurs, donc et ce sont des prix en dollars hors taxe, attention, ces rumeurs là. Mais ça prend avec des lampes pincettes parce qu'en fait au niveau prix ça peut vraiment... c'est le truc qui est le plus facile à changer en interne, et c'est tout à fait possible que ça change d'ici le lancement. Peut-être que ça va aussi changer après en fonction de si AMD annonce quelque chose qui fait vraiment une concurrence importante. Voilà. Mais ça vous donne une idée. Ça permet de se donner une idée. À l'aide. Voilà. Je sais pas si vous l'avez probablement vu peut-être passer. C'est tout frais de hier. Il y a sur un site un peu randomie total, Billy, je sais plus quoi, une photo qui a leaké d'un câble Seasonic NVIDIA 12 pins Molex Microfit 3.0 connector. En gros, un adaptateur 2x8 pins PCI Express vers un connecteur NVIDIA 12 pins pour les futurs RTX 30 en Founders. Alors c'est intéressant parce que bon, au début Seasonic était en mode oui non c'est dans une phase de test machin truc. Il y a un testeur Hardware qui l'a déjà reçu, qui a donc posté des photos un peu plus détaillées sur Twitter. Et donc en fait les Founders auront ce connecteur là pour la LIM. Est-ce qu'il y en aura un ou deux? Bon, en soi, normalement que les cartes tirent vraiment énormément en termes de watts, mais normalement 2x8 pins ça devrait suffire.
Mais donc c'est un truc vraiment propre à Nvidia. Pour l'instant, après est-ce que ça va devenir un standard, enfin bon, on s'en fout pour l'instant, mais donc les Founders auront ça, l'adaptateur sera fourni avec les cartes, mais là c'est un truc de Seasonic qui permet de se brancher direct à la lime si vous avez une alim modulaire, et donc ce qui permet de s'éviter un câble en plus. En soi, quel intérêt? Ce qui était intéressant, c'est que ce connecteur il est tout petit, non, tout petit. Et je sais pas s'il y a les photos, parce qu'évidemment je parie qu'il poste 3 milliards de photos par jour. En gros, l'image que j'avais trouvée, évidemment j'ai pas mis de côté, c'est qu'en fait le connecteur est un peu plus petit. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre utilité que ça? Suspense. Non mais surtout ça permet que d'avoir un seul câble si votre alim a directement le câble. Sinon adaptateur quoi. Mais on verra, il y aura peut-être une autre utilité, mais... c'est une des infos par rapport à ces RTX 30. On va commencer à parler un petit peu de date. Nvidia va faire ses annonces sur les RTX 30 le 1er septembre à 18 h. Vous avez une page magique avec un décompte si jamais vous voulez attendre. C'est dans 7 jours. J'ai même pas fait gaffe. Vous pouvez même l'ajouter avant le calendrier si vous le souhaitez. Donc il y a une magnifique landing page sur Nvidia pour suivre ça. Le 1er septembre à 18 h. Et donc les annonces vont être faites à ce moment-là, mais c'est un lancement papier. En fait, il y a quand même un certain délai avant que ce soit commercialisé. Donc, ils vont faire les annonces et ça va faire comme les RTX 20. Il va y avoir 3 semaines en gros avant que ce soit dispo sur le marché, et puis évidemment sera dispo sur le marché à des prix un petit peu à chier. Après, Xenox, tu disais, il parlait d'une dispo Day One, je l'ai pas vu passer. Après, s'il y a une dispo Day One, tant mieux. Parce que comme dit, ce serait dans les clous des calendriers habituels d'Nvidia, quoi. On termine donc, parce qu'il faut bien conclure à un moment, avec des infos sur la GTC 2020. Alors la GTC, on en avait déjà parlé... parce qu'il y a déjà eu une GTC cette année, qui a été un petit peu décalée et qui s'est fait en online, où Nvidia avait annoncé l'architecture Ampère, avait parlé de machine learning, avait parlé de toutes ces belles choses. Mais là, ils ont annoncé une GTC entre le 5 et le 9 octobre 2020 qui va cette fois-ci être plus orientée sur tout ce qui est le gaming, parce qu'on adore le gaming. Ils vont parler d'IA, ils vont parler de live, enfin bon, il y aura des workshops et ça on s'en fout, mais ça va être un peu plus orienté sur des choses moins pro et moins serveur que la précédente GTC. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ils parlent de VR aussi dans leur communiqué de presse. Donc si jamais c'est une chose à anticiper, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez noter ça dans vos agendas entre le 5 et le 9 octobre. À voir, peut-être qu'ils pourront en profiter pour, je sais pas, annoncer les prochaines RTX 30, qui sait. En tout cas, j'espère que ce petit résumé de l'actualité de la semaine vous aura plu. Comme je disais, on va très bientôt se retrouver pour un nouveau live questions-réponses ici même, sur Twitch. Et bientôt aussi un live création de config, parce que les lives création de config c'est toujours intéressant, on apprend plein de belles choses. Vous avez tous les liens utiles dans la description. Si vous regardez sur YouTube, les liens utiles sont dans la description YouTube. Si vous êtes sur Twitch, bonsoir, tous les liens utiles sont dans la description. Vous pouvez me suivre sur Twitch, c'est gratuit. Et ça c'est beau. Vous avez Twitter, vous avez YouTube. Si vous êtes sur Twitch, il y a le petit Discord magique évidemment, où en dehors des lives on peut discuter hardware, etc. Ça peut toujours rendre service dans tous les cas. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live ou le replay YouTube.